I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Sur Radio Pirate Live, notre chum Joe Hamel qui était avec nous sur Prime quasiment pendant un genre de 45 minutes ce matin. Si vous êtes membre, vous allez vous amuser. Sinon, allez sur radiopirate.com pour le devenir. Joe, re-bienvenue sur Radio Pirate. Beaucoup de sujets à jaser. Avant que je prenne tes sujets, hier, puis je sais que tu essaies d'être comme moi, d'être le plus positif possible face au futur qui s'en vient, parce qu'on a comme une du moins, les médias ont cette tendance-là, mais je dirais aussi dans la population en général, on est toujours plus attiré par des nouvelles négatives, de se faire peur et tout. Et hier, il y avait avec Gérald Filion à Radio-Canada un économiste qui racontait dans un genre de vidéo de 7-8 minutes que j'ai vu sur Twitter hier, qu'on s'en va vers, finalement, ça sera une crise comme on n'a jamais vu. Au niveau économique, la bourse, l'emploi, les taux, etc. Donc, on s'en va vers une bombe pas écologique, mais économique. Puis là, je le voyais, puis je me disais, my God, ça m'a quasiment mis down avant de me coucher. Et là, je me suis réveillé un matin, puis j'ai réécouté un peu, puis je me suis dit, est-ce que ces gens-là savent vraiment? Est-ce qu'il y a des économistes ou du monde en général qui ont tendance à toujours vouloir voir le pire de ce qui peut arriver? Parce que dans la réalité, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est quasi impossible à prédire l'économie après un certain nombre de mois. Il arrive toutes sortes de choses qui sont plus ou moins étudiées dans une perspective d'avenir, etc. Des choses qui pourraient arriver après-midi, finalement, qu'on n'a pas calculées. Est-ce qu'il y a des... Parce que je sais qu'aux États-Unis, il y en a également, ils font des livres, ils viennent bien riches. Finalement, une fois sur 10, ils peuvent réussir à prédire quelque chose. Puis ils disent, à partir de là, l'avenir, à chaque fois que je vais dire quelque chose, écoutez-moi parce que j'ai prédit tel cataclysme économique, puis j'avais raison. Est-ce que c'est une business, ça, chez les économistes, de faire peur au monde? Oui, d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, le dicton, il dit les économistes ont prédit 28 des 4 dernières dépressions, des 4 dernières récessions. Donc, oui, c'est ça. Moi, j'ai ce qu'on appelle les doom... les doom posting, là, c'est ça. Il y a du monde qui... J'ai entendu parler un peu de l'intervention que tu parles. Et c'est drôle parce que tu as aussi toute une frange d'économistes qui disaient il y a 2 ans, 1 an et demi, disons 18 mois, qu'il n'allait pas avoir d'inflation. Et on a vu ce qui a suivi par la suite, alors que les nobody comme nous autres disaient qu'il y allait avoir de l'inflation parce qu'il y avait expansion, il y avait impression d'argent. Donc, c'est quand même, il y a une déconnexion quand même fondamentale entre le plancher des vaches et l'institution. C'est vraiment comme un monde, là. C'est un peu comme les universitaires, les médias. C'est un petit club select, les économistes. Ils ne veulent pas trop parler contre les banques centrales parce que tu te fermes la porte à des potentiels jobs, ou etc., etc. Donc, il faut toujours... Mais tu as quand même aussi une école de pensée qui est très... qui est, comme tu dis, qui est très, très pessimiste. Moi, je pense que écoute, on va vivre des années d'inflation plus élevées que la courbe, là, dans le fond, qui était la cible d'inflation est de 2%. On a déjà vu que la Banque du Canada réouvre la porte à d'autres hausses. Ce qu'elle avait dit, d'ailleurs, ça, c'est fascinant de voir à quel point que la Banque s'était attachée les mains en disant « c'est la dernière pendant un bout, là. » Une intervention qui était 100% politique en passant. La Banque centrale ne devrait jamais se commettre à l'avance sur une orientation comme ça. Il y a eu des déclarations, là, ça c'est un des bons côtés de ce qu'on vit, c'est que la crédibilité des banques centrales a été vraiment affectée dans les 2 dernières années. Oui. Et le commun des mortels, maintenant, ça je pense que c'est un game changer. Et je vais faire le lien avec la politique fédérale tantôt. Mais le fait que le commun des mortels, maintenant, commence à faire le lien entre déficit égale impression de monnaie égale inflation. À mon avis, ça, si c'est un enjeu qui peut s'intégrer sans trancher dans la politique de manière permanente, là, c'est un excellent pas en avant. Et un qui gère ça actuellement très bien, c'est Pierre Poilievre. Il doit répéter ça tous les jours jusqu'à l'élection. C'est le dossier principal. Mais quand je reste là-dessus avant d'aller au sondage fédéral, mais ouais. Je sais qu'il y a... Tu sais, je parlais avec quelqu'un hier qui bâtit... moi, j'ai bâti 100 maisons l'année passée, puis il dit j'ai 4 ventes de faites cette année. Donc, c'est sûr que... Puis à Montréal, c'est encore plus accéléré que ça l'est dans la région de Québec. Donc ça, je sais qu'au niveau de Maisonneuve, il y a, au niveau de la construction, il se passe quelque chose. Mais en même temps, il n'y a pas de pression énormément sur l'emploi. Je voyais aujourd'hui que
le constructeur d'avions qui a acheté Bombardier, les Français ont l'intention de vas-y, Airbus ont l'intention d'engager des milliers de personnes dans la région de Montréal parce qu'ils ont des commandes pour l'ancienne C-Series qui est devenue leur avion à eux, le 220. Donc, beaucoup de monde, des jobs à gros salaire. Donc, il semble, tu sais, c'est comme un drôle de passage. Puis effectivement, il y a des entreprises qui, cette semaine, Home Depot a dit, ben regarde, on prend 1 milliard de nos profits puis on va investir dans nos employés pour les payer un peu mieux, pour qu'ils soient capables d'aller à l'épicerie, pas trop grogner. Et ça, c'est un peu tout le monde qui le fait. Donc, il y a des ajustements au niveau des salaires. Tout le monde gagne d'une certaine mesure, mais en même temps, ça fait que cette inflation-là ne semble pas vouloir diminuer parce que tout le monde gagne plus cher. Donc, on comprend que les gens qui donnent plus à des employés vont vous vendre leur matériel un peu plus cher, etc., etc. Mais de ce que je peux voir, par contre, on voit dans cette crise-là une différence entre, mettons, des systèmes économiques reliés à beaucoup de réglementations par les gouvernements, le Québec, mettons, et les autres endroits. Moi, je suis en Floride en ce moment, puis je l'ai vu, là, je l'ai senti, puis je l'ai déjà dit, c'est pas la première fois, mais là, quand je suis arrivé, il y a 2 semaines, j'ai senti une deuxième poussée d'inflation, surtout dans les épiceries. Et quand je suis revenu ici, ben, j'ai vu qu'ici, c'est plus stable que ça l'est chez nous. C'est la même chose pour l'essence. 3,18 le gallon. On est à 1,60 le litre. Le poulet, le ci, le ça, les restaurants. Il y a un modèle qui va être plus shaké par ce qui se passe de cette nouvelle économie-là. C'est juste le point qui m'inquiète. C'est comment le modèle québécois dans cette économie-là qui se dessine, il est complètement pris en otage de par toutes ces règles et tout ce qu'on a imposé depuis 20-25 ans. Est-ce que je me trompe? Non, puis écoute, je pense que les chiffres te donnent raison. Quand tu regardes, je pense que la Floride a fait un bénéfice, un surplus important, en plus d'ajouter quelque chose comme 200 000 et plus résidents permanents, alors que les autres États bleus se vident. Donc, tu as quand même un signal important là, que les gens votent avec leurs pieds. Tu as plusieurs entreprises aussi qui vont s'installer. Tu sais, qu'à la bourse de New York, tu sais, le Dow Jones veut aller s'installer à... Je pense que c'était à Boca Raton. C'est quand même quelque chose pour des raisons purement fiscales, on s'entend. Là. Donc, je pense que ça va être l'enjeu là, des prochaines années. Là. Parce que là, ils ne peuvent plus vraiment faire de stimulus monétaire. Ça doit être vraiment fiscal pour redonner là, de l'argent dans les poches. C'est quand même débile quand tu vois là, justement cette cohorte de hashtag, entre guillemets, économistes qui s'opposent à des baisses d'impôts, alors que le commun des mortels, les familles de classe moyenne sont affectées directement par cette folie-là. Mais non, je pense que les endroits qui sont... regarde l'Europe. L'Europe est fourrée de part et d'autre, d'un point de vue, premièrement, avec l'énergie. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Play stupid game, win stupid prices. On le voit, on le voit là. En misant 100% sur le renouvelable et en tournant le dos, justement, à l'importation d'LNG, etc. Et avec le conflit avec la Russie, ils sont coupés de à peu près leur seule source de gaz. Et tu as des choses complètement débiles. Tu as vu, je pense, en Allemagne, ils ont rasé, je pense que c'était une centrale. Je pense qu'ils ont rasé un développement éolien pour miner le charbon qu'il y avait en dessous. Là, fait que le charbon, un des commodités qui a mieux fait depuis 2 ans. Alors que tous les faiseux, tous les néo-malthusiens anti-développement nous disaient que c'était terminé le charbon. C'est drôle, ça l'a fait 200% et plus en 2 ans. Donc, on commence à voir justement, je pense que les endroits, et l'Europe, c'est l'exemple concret de ce qu'il ne faut pas faire. Là. C'est ultra réglementé, ultra contrôlé, beaucoup de planification centralisée sur tous les aspects de la vie des citoyens. Et on voit le contraste avec justement là, certains îlots de liberté économique et civile, comme c'est le cas par exemple du Texas, de la Floride, etc. Tu sais, c'est des États qui ont le PIB plus gros que des pays. Là. Tu sais, les gens vont dire « Ouais, mais là, c'est juste un État. » Non. C'est immense, là, ces pays-là, là, ces États-là, en termes de... Pas juste en termes de population, en termes de poids économique aux États-Unis, c'est énorme. Sondage fédéral, est-ce qu'on a quelque chose qui se trame? Parce que on regarde certains sondages il y a 2 semaines, on avait la mauvaise nouvelle de voir que le Parti libéral, ça tenait, que le Bloc québécois est en hausse au Québec, que même les conservateurs au Québec étaient quasiment menacés de complètement disparaître avec un taux d'approbation, pas d'approbation, mais de vote d'à peu près 13 %. Là, on a un nouveau sondage qui vient de sortir, puis là, ça nous réconforte parce que à la grandeur du Canada,
Pour cette firme de sondage-là, je ne dis pas que c'était eux avant. Là, eux se tiennent dans les chiffres, même qu'ils améliorent les chiffres du Parti conservateur. Donc, pour eux autres, ça se tient, ces chiffres-là. Mais Poilievre est en avance. Il y a de la job au Québec, c'est clair. Mais qu'est-ce que tu vois de tout ça, là, de ce qu'on voit cette semaine? Lequel, d'abord, entre les deux semaines, lequel est le plus probable? Lequel des scénarios est le plus probable? Moi, je pense que le dernier est plus probable. Je ne sais pas en termes de chiffres, mais je pense que les libéraux baissent. Je pense que le momentum est dans le camp des conservateurs. Reste à voir si la coalition, là, ça commence à s'effriter de plus en plus. Moi, je ne pense pas qu'on se rend en 2025. Là. Ils vont tenter, que ce soit les libéraux. De toute façon, le NPD n'a aucun levier. Là. Ils n'ont pas d'argent. Par contre, tu as peut-être un petit transfert de vote chez le NPD dans certains comtés qui pourraient favoriser les conservateurs. Ça va diviser le vote des libéraux. Donc, moi, je pense que le momentum est dans le camp des conservateurs. Je pense que les libéraux ont baissé un peu au Québec aussi. Il y a eu beaucoup, il ne faut pas négliger l'impact des différents petits dossiers dans la dernière année. Là. Moi, on me dit souvent, l'histoire des passeports, là, il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas pris. Ça, là. Beaucoup, d'ailleurs, de communautés culturelles, d'immigrants qui voyagent beaucoup et qui, là, ont vu, justement, ça, c'est généralement une clientèle qui vote presque automatiquement pour le Parti libéral. Là, ils ont vu l'inefficience de l'État. Là. Si tu n'es pas capable de gérer quelque chose d'aussi simple que l'émission des passeports, viens pas parler de climat puis de diversité. Là. Donc, ça, je pense que c'est des genres de petits dossiers qui ont levé le flag sur ça. Il y a beaucoup de gens aussi beaucoup de gens qui ont quitté des pays qui sont en guerre, de voir une Mélanie Joly qui va envoyer des tanks puis des avions de chasse, ça envoie un drôle de signal. Sinon, je pense que l'étoile pâlit là, des libéraux. Trudeau est un peu ridiculisé sur la planète au complet, alors que quand il avait débuté son premier mandat, c'était un peu la star internationale. Moi, je pense que le momentum s'en va vers les conservateurs. Et d'un point de vue Québec, ben, tu sais que généralement, quand les conservateurs montent, tu as quand même un vase communicant entre les électeurs du Bloc, les bleus traditionnels et les conservateurs. Donc, reste à voir, à moins qu'ils nous garochent un enjeu inventé là, de Québec bashing dans la campagne qui fait pivoter. Tu sais, le Bloc devrait normalement, pas dire disparaître, mais ça aurait dû pratiquement être rayé de la carte la dernière fois, mais ce n'est que partie remise. C'est une question de temps. Là. Le chemin, Roxham, M. Poilievre a dit, regarde, si c'est moi, dans un mois, c'est fermé. Ça commence à... Puis, moi, ce que je trouve, il y a un paquet d'affaires là-dedans qui me surprend. Là. Moi, on les rentre, finalement, on leur donne une boîte de poulet, des papiers, mais ils sont là, ils attendent, sont logés dans des hôtels. De ce que j'ai pu voir, il y a des hôtels qui servent uniquement à héberger ces gens-là avec des contrats faramineux. Je pense qu'il y aurait 26 hôtels à travers le Canada. Donc, plus près, j'imagine, de la frontière, là, donc plus près de Montréal, ces endroits-là, qui servent uniquement à loger des gens avec, finalement, des gros montants par nuit. C'est pas la première fois que la gang à Trudeau fait ce genre de choses-là. Ils l'ont fait pendant la COVID avec les touristes à temps. Mais il semble y avoir on les loge, on les nourrit d'une certaine façon, on leur donne un peu d'argent, mais pour les faire travailler, alors que les entreprises, tu rentres du monde illégalement dans un système qu'on n'approuve pas tellement, mais on est en pénurie de main-d'œuvre. Peux-tu au moins me donner accès à ces gens-là? Eh bien là, le fédéral qui n'est pas capable de fermer la clôture et de mettre du monde là pour empêcher ça, n'est pas capable non plus de leur donner des papiers pour qu'ils soient capables de travailler. Au moins, ils sont là. Peut-être qu'il y a une perte de bras, on a besoin à telle ou telle place. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans. On parle de 2025. Mettons quelqu'un qui rentre là aujourd'hui. C'est 2025 avant d'avoir des papiers pour pouvoir travailler. Finalement, ça montre que, comme tu le disais, c'est chaotique à la grandeur. Mais le chemin, Roxham, ça va être, en tout cas, pour je te dirais, la CAQ et le GO, ça semble être une opportunité de jouer sur le nationalisme et peut-être d'essayer de brasser la petite montée, s'il y en a une, du PQ. Donc, ça lui sert bien. Et au fédéral, ça peut être justement ce qui peut aider Poilievre au Québec. Parce que c'est ce que je pense. Ça peut aider Poilievre si Poilievre tient... s'il reste rigoureux là-dessus, que lui, il ferme ça la minute qu'il vient au pouvoir. Oui, puis je pense que tu as donné tout le portrait. C'est définitivement la corde sur laquelle tire François Legault. On sait qu'il avait d'ailleurs commencé à la fin de la campagne provinciale à dire c'est exactement les mêmes lignes qu'il dit là. Le chemin Roxham, à la base, le problème, c'est l'immigration illégale. Fait que, si tu es capable d'entrer de manière illégale sur le territoire,
puis il y a plein d'autres gens qui sont bloqués. C'est un peu ça. Il y a un autre débat sur l'immigration qui est complètement, je pense qu'il est complètement différent. Faut pas mélanger les deux. Mais tu le dis, je pense que ça démontre l'incompétence et l'incapacité de l'État de gérer. Regarde, moi, à côté de mon bureau, il y a justement un bureau une tour, il y a un bureau de, je pense, Immigration Québec ou le bureau de... Tu as une file à tous les jours de gens avec leurs papiers dans les mains. Tu sais, des fois avec un petit bébé. Puis beaucoup de gens qui sont, tu vois, des jeunes qui sont probablement en capacité de travailler et qui veulent travailler. Comment ça que ça fait de la file dehors? Tu sais, c'est quand même incroyable, là, Jeff, de voir que c'est des choses quand même de base qu'on n'est pas capable de servir. Je ne sais pas qu'il peut y avoir des affaires périodiques. Comme dans le cas, il y a une hausse de demande des passeports, oui. Et justement, je vais reprendre l'expression à Jerry. Vous avez été 2 ans sans rien faire. Venez donner un petit coup de main. On vous demande pas de faire ça 10 ans. Tu sais. Donc, les conservateurs jouent bien leur carte. Là. Je regardais la déclaration de Poilievre, qui est quand même... Poilievre, écoute, sa femme, c'est une immigrante là, qui vient du Venezuela, qui a quitté un régime communiste. Puis Anaïda, elle l'explique très bien quand elle prend le stage. Je pense que c'est la carte cachée de Pierre Poilievre quand les Québécois... Je pense que c'est ça qui peut faire peut-être même balancer un petit peu les Québécois qui se sont fait présenter Pierre Poilievre comme étant un gars d'extrême droite, agitateur, etc. Quand tu vas voir sa magnifique femme parler... Je pense que ça va peut-être présenter le gars qui a été présenté. Ça, c'est une création des médias en passant, là, c'est ce que je t'ai dit. Oui. Il n'y a rien d'un extrémiste, au contraire. Ça peut justement faire présenter, parce que tu sais, l'aspect show business de la politique, moi, que j'aime pas vraiment, là, ben, ça joue quand même un rôle là, dans les chances d'un politicien d'être élu. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, non, les conservateurs jouent bien leur carte. Il y a un vase communicant entre... Moi, j'ai toujours dit que la CAQ, c'est pas un parti qui est conservateur, c'est le PQ 2.0. Donc, eux le font purement pour, justement, là, pour spinner sur l'immigration en général et non pas sur l'aspect que l'immigration est illégale, là, au chemin Roxham. Alors que je pense que Poilievre est beaucoup plus dans une perspective où, non, c'est une immigration qui est illégale, c'est pas normal d'avoir une clôture ouverte, là, comme ça, puis moi, ça serait réglé. Trudeau ne veut pas le régler. Même que, genre, il y a des amis qui ont fait de l'argent avec des installations qui accommodent. C'est toujours la même affaire, là, tu sais. C'est toujours la même histoire. Oui. Parce que si ces migrants-là passent par ils passent par la colle, là. Ils ne rentrent pas, là. S'ils passent par un poste douanier normal, ils peuvent pas passer. C'est pour ça qu'ils passent par ce chemin-là. Mais si on... C'est ce que certains analystes disent. Si tu bloques le chemin, mettons tu mets des clôtures frost, là, ben, il va y avoir une autre trail quelque part dans le bois qui vont passer par là parce qu'eux autres, ils cherchent à rentrer, justement, il y a comme un deal entre le Canada et les États-Unis où quand ces migrants-là passent, il y a eu un deal entre les États-Unis, ça fait leur affaire, eux autres, que ça se vide. Là. Parce qu'on comprend les autres... que le monde, regarde, ça a même été... je pense que c'est la semaine passée ou l'autre d'avant, que je pense que c'était l'État de New York qui payait des autobus pour les shipper à la frontière. Oui. Voilà. Je pense que c'est une question de réfugiés, Jerry. Voilà, c'est une question de réfugiés. Exactement ça. Donc, là, qui disait, si tu fermes Roxham, il va y avoir une autre trail quelque part, ou 2-3 autres trails qui vont se rouvrir. Il y en a qui disent ça. Là. Je ne sais pas la solution par rapport à ça. Est-ce qu'il faut rouvrir... est-ce qu'il faut reparler aux Américains? Je l'ignore. Parce que, tu sais, les réfugiés, regarde, réfugiés, ils arrivent de où? Là? C'est-tu comme Haïti? S'ils arrivent aux États-Unis avant, puis après ça, ils transitent au Canada, pourquoi ils viennent pas au Canada direct, avec leur statut de réfugié? Écoute, moi, je ne suis pas un expert là-dedans, mais définitivement, il y a une incohérence dans ce que tu soulèves, Jerry, à mon avis, qui est... C'est toi aussi ouvert la frontière. Là. Si c'est le cas, ben ouvrez-la complètement. C'est ça, mais je vais vous le dire, l'histoire. Plus de passeport, là. Je vais vous le dire, le fond de l'histoire, moi. Je vais vous le dire. C'est que si tu bloques Roxham, le monde va te pogner dans le bois avec le valise, les enfants, il va falloir qu'ils couchent dans le bois pour traverser la frontière, puis il y en a qui vont mourir. Exact. C'est pour ça. Là, ils vont dire... Comme c'est le cas sur la frontière mexicaine. Voilà, exactement ça. Là, tu vas dire, dans le coin de Saint-Pancôme, de Kamouraska, là, il y a eu 4 morts. Sur le bord ils ont couché dans la forêt, Christophe, ils sont morts là. Après ça, ils en ont trouvé 10 dans le coin de l'Alberta. Ils en ont trouvé... C'est ça qu'ils veulent pas. Ils veulent laisser... C'est un problème pareil.
Ça discrédite tout le principe des règles qu'on se donne pour essayer d'avoir quelque chose. C'est tous ceux qui sont ailleurs puis qui attendent dans le processus normal puis qui voient que du monde rentre de manière illégale. Puis je sais que les pros, il y en a qui sont... Moi, je suis pro-immigration. On a besoin pour les entrepreneurs. Donc, je suis pro-immigration. La langue parlée, je m'en sac. Je veux dire, on a besoin de bras, on a besoin d'aide. Sinon, on va crever. Mais... Je veux dire, il y a des principes de base dans une société de droit que tu dois suivre. Puis là, ben, le message qu'on envoie, c'est qu'on est une terre de Caïns, on est tout croche. C'est ça. Moi, Puis quand tu essaies de dire ça à du monde, genre Québec solidaire, ils disent que tu es anti-immigrant. C'est pas anti-immigrant, je suis pour les règles. Le farmer de la Beauce, là, il a trouvé 12 morts dans le bois sur le bout de son champ. C'est sûr que ça va être mis sur le dos des politiciens. Là. Vous voilà, savez, exactement ça. Donc, les politicos, ça fait leur affaire. Rappelle-toi l'image qui avait marqué le monde, le petit garçon là, qui était mort sur une plage. Là. C'est exactement ce genre d'histoire-là qui viendrait. Là, exact. C'est ça. Qui exploiterait. Là. C'est exact. Ah oui. Quel sujet, par exemple? Mais tu as raison. Ça va être un sujet. Moi, je vous le dis, si c'est bien joué par... Je sais pas, là, peut-être que c'est juste des promesses de politiciens, puis finalement, une fois qu'il est au pouvoir, il n'y a rien à faire. Là. Mais je pense que si les conservateurs jouent cette carte-là comme il faut au Québec, il y a peut-être quelque chose de pas pire pour aller chercher peut-être des gains et de rendre Poilièvre, je dirais, utiliser le terme consommable pour les Québécois parce que les médias ont fait une méchante job de salaud. Hey, merci à notre ami Joe Hamel pour le super bout qu'on vient d'avoir là sur Radio Pirate Live, un super de bon bout également sur Radio Pirate Prime. On vient dans un instant. Radio Pirate. RadioPirate.com.